mes grands frères ont poussé la charrue, l'arrière, la traditionnelle. Pas toi, et toi? Ah non, ça m'aurait bien amusé, mais de toute façon, on participait aux travaux de la maison, on gardait les moutons, aller chercher l'eau dans un canal à 2 km, le canal des gourdes, des roumis, comme on disait, avec un âne et 2 fûts comme ça. On jetait le seau comme ça, on remplissait l'entonnoir. Une fois que les fûts étaient pleins, voilà, on retournait à la maison. Et c'est ma mère, je ne sais pas comment elle faisait, vous voyez un peu ces fûts là, où les cow-boys mettent leur vin, leur alcool, tout ça. Ça faisait quand même, je ne sais pas combien de kilos. Et bien, ma mère, elle arrivait en jouant sur les cordes à faire descendre de l'âne les 2 fûts toute seule. Parce que à une époque, un grand frère qui travaillait à Orléansville justement, l'autre était en France. D'abord il a été ouvrier, soudeur et tout, puis ensuite FLN, il a fait 4 ans de l'ARSAC, machin d'internement politique. L'autre frère est mort d'une mort soudaine à 20 ans, préparateur en pharmacie, on n'a jamais compris, un peu comme le choléra, quoi. Je l'ai vu complètement exsangue en 2 jours. Après, il y avait nous, on était à l'internat, il y avait une sœur, mais la sœur, elle ne peut pas travailler, enfin, elle travaille à la maison. Voilà. Donc, il n'y avait pas de revenus à ce moment-là, à part les récoltes une fois par an, mais ça rapportait de quoi tenir 3 mois, je ne sais pas. Donc, c'est vrai qu'on a connu pendant la guerre d'Algérie une période un peu difficile. Mais bon, on avait toujours de quoi payer notre quart pour aller au lycée, à l'internat. On se débrouillait tout seul à 13 ans, 15 ans. On faisait de l'autostop pour économiser nos sous. C'est bien de le raconter parce qu'aujourd'hui, quand on évoque, c'est plus... Quelquefois, on avait, je ne sais plus combien que c'était, 300 francs. C'est-à-dire 3 francs d'aujourd'hui, si on peut dire. 300 francs, c'est pas beaucoup, mais enfin, pour payer le ticket. Alors nous, on essayait de faire de l'autostop pour économiser, sur la route, pour faire les 30 km gratuitement et économiser les 300 francs. Et le prix du cinéma était, le dimanche après-midi, lorsqu'on sortait en ville, parce qu'on ne sortait pas tous les dimanches à la maison, on sortait une fois par mois ou pas, on mangeait mieux à l'internat, l'ambiance était plus détendue pendant le week-end, les pions étaient relax, on avait une nourriture, gâteaux, etc., glace, beaucoup plus souvent. Et le dimanche après-midi, on avait le droit, les internes, de sortir en ville. Bon, ceux qui avaient des sous allaient au cinéma, c'était pratiquement l'occupation principale. D'autres allaient... Alors, il y a un engin qui est arrivé, il jouait au baby-foot, et très vite est arrivé le flipper. Oui. C'était tout début, 56, 57, voilà. Et moi, j'aimais bien d'aller au cinéma. Brigitte Bardot, Kim Novak, les 2 premières femmes de ma vie. Kim Novak dans Pique-Nique avec le plus beau dos du monde, avait titré je ne sais plus quel magazine, etc. Et lorsque cela ne suffisait pas, je m'étais inventé des commerces divers et variés à l'internat. J'avais commencé par d'abord faire les lignes. Vous savez, on avait des punitions. Oui. Ah, il fallait recopier des lignes. Voilà. Oui. Alors les petits riches, là, etc. Bon, Djilali, est-ce que tu ne peux pas faire ça en ligne? Et tu te faisais rémunérer? Je me faisais rémunérer, bien sûr. C'est un travail quand même. Comme je faisais mes devoirs très vite et tout ça, etc., je m'ennuyais un peu. Je faisais les punitions des autres, j'étais payé. Et il y en a un qui m'a suggéré de faire les devoirs, certains devoirs. Et alors, je faisais les dissertations de certains. C'était payé plus cher, mais lorsque la prof s'est mise à dire « Dis-moi un peu François, là, je trouve que ton français s'est beaucoup amélioré en une semaine. » Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai arrêté parce que je me suis dit « Elle va peut-être reconnaître le style. » C'est pas. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, alors ça doit être Serge Ben Saïd dont j'ai parlé qui m'a suggéré ça. Il y avait des sortes de bonbons peppermint, on appelait ça. Des pastilles comme ça, mentholées. Alors, je crois qu'il y en avait 20.
mais ça a 20 unités, quoi. Et je ne sais pas le calcul, 20, ça coûtait 1,50 franc, je crois, Oui. le tout. Et je vendais ça à 5 francs, le petit peppermint. Disons qu'en gros, ça me faisait un rapport de 3 francs, comme ça, en vendant un machin de 20 cachets de peppermint. Ça me faisait encore un complément. Et même, j'ai maintenu mon commerce. Ah oui, mais la toute première activité commerciale, c'était lorsque les fils de Bourges, là, ils avaient des illustrés. Ils les lisaient, Duke John, Kit Carson, ou alors des trucs humoristiques, Pim Pam Poum, Rocco, machin. Alors, ils jetaient leur machin. Et tu les récupérais? Je les récupérais, j'ai ouvert une petite valise, et j'ai fait une bibliothèque de prêt. Et je prêtais les illustrés, 2 centimes, 3 centimes. Ce que tu évoques en fait préfigurer de l'économiste que tu es devenu et de l'écrivain que tu es devenu. Mais je suis étonné d'avoir été aussi nul en économie pendant mes études alors que j'étais si brillant dans le petit business. Ouais. Et le tout, j'adorais le cinéma. Ça nous faisait rêver avec le Khaled que j'ai évoqué. Oh là là. Je me rappelle Rocco et ses frères, l'histoire passionnante d'une famille italienne. Moi, j'étais entièrement Alain Delon dans cette histoire. Il est à la fois. Alors, j'étais persuadé en me regardant dans la glace que j'avais le physique d'Alain Delon. Parce que mentalement, dans cette histoire de Rocco et ses frères, il jouait le rôle du fils préféré de sa mère, mais dans le sens où il se souciait de tout le monde, et réglait les problèmes entre les frères et tout ça. Ça t'interpellait. Il avait le souci de la famille, et ça m'interpellait tout à fait. Combien j'ai pleuré. Alors, vous avez habité dans quel quartier à Alger? On a commencé par un très beau quartier, le Hamma, Belcourt. Oui. On a eu un immeuble qui... Cobiscal, société de biscuits, qui sentait tout le temps le biscuit, cet immeuble. Il est exactement en face du Clos Salambier et surtout contre la grille du jardin d'essai. C'est mon grand frère, là, le fameux militant en France, qui a eu des clés de tout l'immeuble, le premier, en septembre 1962. C'est les fameux il a visité, bien vacants, on peut le dire. C'est bien vacants, oui, c'est ça. C'était machin. Et donc, un responsable FLN, sachant qu'il a fait, etc., une activité militante, tout ça, il lui a confié toutes les clés de l'immeuble en lui disant, voilà, tu habites et tu fais habiter la population. Il a visité, il y avait des appartements au 3e, 4e étage qui avaient 5 pièces, 6 pièces, avec balcon circulaire et tout. Qu'est-ce qu'il a pris? Premier étage, juste devant l'arrêt de bus, quand il démarre, il y a l'immeuble qui tremble. On avait 2 ou 3 pièces étriquées, alors qu'il y avait mon père, ma mère, on était 4 ou 5. Il n'a pas voulu profiter de la situation. Mon père lui a dit, mais pourquoi tu nous as pris ça alors que tu dis que tu... J'ai pensé au loyer. La mentalité à la française. Exact. Il a pensé au loyer. Dire ça va coûter cher, l'électricité, le machin et tout. Il a pensé en citoyen. Eh bien, on n'a jamais payé le moindre centime de loyer, de l'eau, de l'électricité pendant 3 ans. Et on a déménagé rue Le Dru-Rollin, qui se trouve à côté du square Port Saïd, un immense appartement. Et malheureusement, on est tous tombés malades parce qu'il était orienté plein nord. Jamais de soleil, pratiquement, juste sur le balcon. Mais on avait la vue sur la mer qui était à 50 mètres et tout ça. Bon, on n'était pas loin du TNA. Le TNA qui m'évoque la seule pièce de théâtre que ma mère a vue, grâce à moi. Qui était C'était Diwan El Garagouz. En 66, je crois, c'était le 1er mai. Diwan El Garagouz, le divan des marionnettes, comme ça. C'était du vrai théâtre populaire de Kaki, Abdelrahman Kaki de Mostaganem. C'est toi qui partais avec ta maman? Mon frère, je crois, qui était syndicaliste à ce moment-là, a dû m'obtenir des places. Donc, et
au lieu d'y aller avec une copine, un copain, machin, ou un frère, je dis écoute, ma mère ne va jamais nulle part, etc. Je vais l'emmener. Mais comment faire pour que mon père ne s'en aperçoive pas? Ah, il fallait, voilà, on c'était... s'est tous ligués, les frères, les sœurs, les cousins et les cousines. On a dit bon, elle est censée être chez Tata Fatma, la fameuse femme de Belhadj Kobus. Oui. Donc elle est censée être là-bas. On a prévenu là-bas, et tout, etc. En cas de, vous dites qu'elle est venue passer la soirée. Et on est parti au TNA, il faut dire qu'il est à 100 mètres de chez nous. On avait des places de choix au premier rang. Avec les acteurs pratiquement. Comme elle n'a jamais vu de scène, elle pensait que c'était du vrai. Du réel. Il y a Haoudji, alors l'expression, elle a passé la soirée, elle a dit Haoudji. Et puis on est rentré vers minuit, doucement, comme ça. Et après elle a raconté, bon, elle a compris, je lui ai expliqué, enfin, il n'y avait pas à expliquer. Bon. Oui. Je me rappelle de ce personnage de vendeur d'eau et qui chantait Elma, Zaibou, Menan Sidi Rabbi, Zaibou. C'était, mais alors, une litanie magnifique et ironique aussi. Il y avait un côté, c'est-à-dire que dans Abdrahman Kaki, tout est métaphorique. Bien sûr, le pouvoir a pris dans la gueule, mais discrètement. Hein, Enfin, les bureaucrates, à l'époque, c'était la lutte contre la bureaucratie qui gangrénait déjà l'Algérie et que l'Algérie a hérité de la France. Quoi. La France a une bureaucratie, mais douce quand même, modérée, je veux dire. Quoique quand elle s'y met. Mais la bureaucratie algérienne, il n'y a pas de possibilité. Je me rappelle à cette époque, pour la bureaucratie, d'un sketch entre Assi Tizi Ouzou face à Mouhba Belouad. Mouhba Belouad, Zarrab el-Mous, où il y a que le blaflous. Et alors, Mouhba Belouad, il est le bureaucrate. Il tient son bureau, il est bien assis, calé, et reçoit la visite du paysan. Assi Tizi Ouzou, bon, on aurait pu dire l'autre là, comment le personnage de Bouzid, de tout ça. Bon, c'est un personnage, brave paysan qui vient chercher je ne sais pas quel document administratif. Ah, d'accord. عندك l'extrait de naissance. Là, ما عنديش. Ah, bon, il faut que tu aies l'extrait de naissance. Ou la fiche d'état civil. Ou la fiche familiale d'état civil. Ou... Bon, bref, il part, le paysan, dégoûté, etc. Il passe 3 mois à chercher les papiers, les machins, pour se préparer et revient au rendez-vous devant le bureaucrate. Le bureaucrate, il s'installe comme ça. Il débouche Enfin, il débouche rien du tout, mais il demande, bon, alors, l'extrait de naissance, la fiche d'état civil, le machin chose, là, c'est un dur morceau celui-là. Hein. Il va pas lâcher. Alors il lui dit, avec le brevet sportif. Il est là. Il lui demande plein de papiers, il est là. Alors, de guerre lasse, le bureaucrate s'écroule. Il prend une bouteille de coca ou je ne sais pas quoi, de limonade comme ça. Il la sort et puis il cherche l'ouvre-bouteille. Et là, le paysan lui sort l'ouvre-bouteille. Il a tout prévu. C'est bon. Voilà un peu les sketchs de l'époque qui valaient ce qu'ils valaient, mais qui disaient ce qu'ils disaient. Quoi. Que tu es visionnaire quelque part. On n'est pas loin de la réalité encore aujourd'hui, des difficultés administratives. Ça, j'ai vécu l'épopée du passeport là avec le S2, je ne sais plus comment on l'appelle, S12, plus 2 nuits à dormir dehors. C'est quelque chose d'insensé. D'ailleurs, Al-Watan m'a publié mon récit sur 2 numéros. Bon, je n'avais pas cherché à faire ça pour Al-Watan, mais j'ai écrit pour me défouler. J'ai envoyé ça à un copain qui avait un copain journaliste qui l'a publié à Al-Watan. Sur Al-Watan TV, d'abord. À un moment donné, j'ai reçu un mail d'un journaliste là, Ali Akika, un cinéaste.
Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit je suis en train de pisser de rire. Mais bon, tant mieux pour toi, mais pourquoi? Je suis en train de lire ton papier. Mais quel papier? J'étais pas au courant. C'est là-bas, ils ne te préviennent pas. Ils l'ont publié, mais sans me prévenir ni quoi que ce soit. Il est publié sur Internet. Et après, ils ont dit qu'ils allaient le publier sur papier. J'ai dit, écoutez, il se trouve que je vais aller en Algérie bientôt. Est-ce que vous pouvez publier telle date? Il a respecté. Donc, j'ai acheté 10 exemplaires d'Al-Watan pour distribuer à la famille. Ils m'ont dit, mais nous en Algérie, une demi-heure, c'était fini. Le passeport, le S machin, il fallait être né évidemment à Alger ou alors aller le chercher. Je n'ose pas raconter comment j'ai obtenu mon extrait de naissance. Là. Pour l'obtenir, je crois que c'est l'une des rares, sinon la seule fois de ma vie que j'ai bénéficié d'un piston. Alors non, mais le problème c'est qu'il fallait d'abord aller à Oued Fouda. Bon, moi je suis pas né à Oued Fouda, mais l'administration coloniale a mélangé les sauces. Tu t'es censé être né à Oued Fouda. Et mon grand frère m'a accompagné et il a des relations dans ce village-là et tout ça, dont un marchand de légumes qui nous accompagne à la mairie. Je vous jure que le marchand de légumes a été reçu par tous les fonctionnaires de la mairie comme si c'était un pape musulman, je ne sais pas comment dire. De l'important. Mais alors, évidemment, il a dû en remplir des cajots et des cajots dans sa vie pour les familles, pour ceci, pour ils étaient reconnaissants, ceci étant. Il était en tout cas cash. Et mon S12, on m'a dit, tu reviens dans 1 heure, je ne sais pas quoi, il était prêt. Tu parles beaucoup de l'Algérie, pourtant tu vis en France depuis plusieurs décennies. Ouais. L'Algérie peut te manquer par moment? Alors, oui, là en ce moment, ça fait quoi, 4-5 ans que j'y suis pas allé. Ça me manque. Bon. Mais en fait, vous savez, tous les Algériens ont recréé leur Algérie ici. À mesure que les années passent. Finalement, moi je vais, depuis 50 ans, j'y ai habité, j'y ai travaillé, j'y ai vécu. Bon, maintenant, je n'y travaille plus, je n'y vis plus, etc. Il s'agit de Ménilmontant. C'est le village parfait pour moi. Et donc, depuis 50 ans, toutes les semaines ou presque, je vais manger un couscous, des sardines frites, je ramène de la galette, du piment et des choses comme ça à Neuilly. Bon. C'est ça ton Algérie. C'est ça mon Algérie, parce que j'ai à la fois cette Algérie que j'ai connue dans ma jeunesse, dans ses promesses, etc., qui a été massacrée dans tous les sens du terme. J'ai eu aussi un autre épisode qui m'a restitué cette Algérie-là. Dernièrement, j'ai été opéré du poumon, etc., donc quelque chose qui aurait pu être grave, qui se passe bien, très bien même, vu égard là. Et donc, mais bon, oh là là, cette maladie-là, si vous voulez, moi, ça m'est égal, je peux prononcer le nom, le cancer qui terrorise tout le monde, bon, et ça fait peur. Et donc, j'ai vu sortir plein de gens de l'anonymat, si j'ose dire, donc 2 neveux, 2 frères, les enfants de mon frère ennemi, celui que j'appelle mon frère ennemi. Et eh bien, ils m'ont rendu visite, ils m'ont apporté plein de livres, de journaux, de machins, de gâteaux. Parce à un moment, j'avais perdu l'appétit. Et là, pour l'Aïd, ils m'ont invité à déjeuner à la maison, notamment chez l'aîné, avec sa femme Hayat, qui est médecin. Lui, il est médecin. Et l'autre, le frère, il a arrêté, alors ce serait trop long à raconter, mais en gros, il a arrêté en 6e année de médecine parce qu'il a été victime d'un attentat terroriste à Alger contre l'ONU. Il a failli perdre sa jambe, dégoûté. Mais enfin, il travaille dans la pharmacie. Et à ce repas, il y avait leurs 2 petites filles, 10 ans et 7 ans, délicieuses, etc. Un repas avec des brochettes, des machins comme là-bas, etc. Et puis, donc du piment. Et j'ai eu
un repas à l'algérienne, avec cette générosité, cette simplicité, Et je me souviens, moi qui ne fréquente plus aucune synagogue, ni mosquée, ni quoi que ce soit, finalement, c'est vous les vrais musulmans. C'est-à-dire dans le sens où je le comprends moi, en tant que laïc. Et ils sont, alors, pas le plus jeune là qui a été anti-barbu, on va dire. On peut le comprendre. Mais son grand frère, il fait la prière. Alors sa femme, sans doute, une prière. Ils s'homo, ils font le ramadan, et tout, sans excès, sans rien. Et moi, si je veux prendre mon verre de rouge, bon, là, il ne l'avait pas à la maison. Je veux dire, si je veux prendre mon verre ça ne posera pas de problème. Sans la tolérance, etc. Et puis, ils m'ont glissé une enveloppe substantielle dans la poche. J'aurais dit, mais écoutez, bon, ça va, j'ai ma retraite. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'étais des gestes qui m'ont... Mais voilà l'Algérie qu'on a perdue. C'est ça. Il y a de l'espoir. Tu es grand-père? Ah oui, 3 mouflés, enfin, ça commence à grandir maintenant. Donc j'ai eu 2 filles, moi. On me disait, ah, mais t'as pas de garçon? Alors je répondais, non, je veux pas de voyous à la maison. Bon, je rigole de ça. Bon, c'est vrai qu'après coup, bien des années après, il y avait une curiosité qui me titillait en me disant, qu'est-ce que ça aurait fait finalement un petit garçon de moi? Enfin, bon, mais c'est pas grave, un petit Djilali, si on peut dire. J'étais très heureux d'avoir mes filles qui ont grandi, les soucis et tout ça, qui ont fait. Alors, la cadette a 2 enfants, une fille et un garçon, et l'aînée, Lila, enfin, elles ont 2 ans d'avant, de différence. Elle a un petit garçon qui semble me ressembler physiquement, d'après moi. Oui. Le nez. Très espiègle. Tu m'as dit tout à l'heure le nez. Oui, le nez. Ça, c'était à la naissance. Il a 11 ans maintenant. Tu leur parles de l'Algérie à tes petits-enfants? Non, je n'ai pas le temps. Tu leur en parleras? J'ai pas le temps parce que, d'abord les parents, oui, les parents leur en parlent. Mais moi, j'attends qu'on me pose des questions. Mes filles ne m'en ont pas posé. Alors on m'a dit, pourquoi tu leur apprends pas l'arabe et tout ça à l'époque? C'est pas ton rôle. Elles sont entourées à l'école, au français. Leur mère est française. C'est de là que vient ce genre de choses. Alors j'ai essayé quelquefois de leur parler, quelques mois, elles ont retenu Batata Mkhliya. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Elles mourront pas de faim. En tout cas, au moment venu, elles sauront, tu leur diras d'où elles viennent, quelle est ton histoire, et puis elles pourront te dire. Non, elles savent. Oui. Elles ont cherché toutes seules. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ton parcours, des choses que tu aurais voulu faire? J'aurais aimé me décider à faire le journaliste plus tôt, mais j'en avais pas les moyens non plus, j'en ai toujours rêvé, c'était ça. J'ai fait des études d'économie, mais c'était trop matheux pour moi. Littérature, à l'époque on disait, ça nourrit pas son homme. Donc la juste proportion, ça aurait été de choisir le journalisme à l'université, mais j'ai connu donc le poète et journaliste Ahmed Asghar, qui m'a appris que je n'avais absolument aucun retard sur les journalistes algériens et que j'avais le sens que le journalisme s'apprend sur le terrain, mon regret c'est là, c'est de ne pas avoir plus tôt opté pour ce sacerdoce. Comment voudrais-tu qu'on se souvienne de toi? Je voudrais laisser ma gentillesse que je n'ai jamais pu exprimer. Et elle se voit, donc il n'y a pas besoin de le dire. Je ne suis pas... Oh non, je crois pas. Je ne passe pas du tout pour un type gentil. Ah bon? Gentil, pas forcément péjoratif, alors qu'au fond de moi, je n'ai que tendresse pour les autres, mais depuis, il y a une certaine impatience, une certaine colère contre l'évolution du monde, le Covid, les réactions des gens, les gens qui sont contre le vaccin. Comment peut-on être contre le vaccin, par exemple? Bon, moi,
ça m'explose. Je suis né avec le vaccin contre la variole dans mon petit village. Et vous avez des enfants gâtés là qui gargarisent le vaccin, c'est ceci, Voilà, ces choses-là me mettent en furie. Et ma gentillesse s'envole, si j'ose dire, contre l'humanité.